Léon Blum est souvent résumé au Front populaire et aux congés payés, mais le leader de la SFIO est loin de n'être que ça. D'ailleurs, ce qu'il dit de son combat politique va bien au-delà. En 1930, Léon Blum a 57 ans et il doit faire la promotion du socialisme. Ainsi, pour le futur, pour l'an 2000 donc, le leader de la SFIO essaie de définir avec des mots simples ce que signifie à ses yeux être socialiste. On est socialiste à partir du moment où l'on a cessé de dire « Bah, c'est l'ordre des choses. Il en a toujours été ainsi et nous n'y changerons rien. » À partir du moment où l'on a senti que ce soi-disant ordre des choses était en contradiction flagrante avec la volonté de justice, d'égalité, de solidarité qui vit en nous. Voilà, vous venez d'entendre les toutes premières phrases enregistrées dans un micro par Léon Blum. Voilà, et nous, sur Radio J, nous sommes ce matin avec Philippe Colin, auteur, journaliste, après avoir consacré une série à Philippe Pétain sur France Inter et aussi bien d'autres. Vous vous êtes collé au parcours de Léon Blum dans des podcasts qui font à nouveau du son, presque des images. Bonjour Philippe Colin, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Dans l'extrait donc qu'on vient d'écouter, vous précisez que Blum parle pour le futur aussi. Alors, ce qu'a été Léon Blum, en quoi cela peut-il nous parler aujourd'hui ? Eh bien, nous vivons dans un monde qu'a créé Léon Blum. On ne le sait pas assez, mais la rupture que met en place le Front populaire, elle n'est pas que les congés payés, pas que les 40 heures, pas que les lois collectives, de conventions collectives. Elle est une autre manière de voir le monde. Et effectivement, la France était un peu dans le 19e siècle, avant que Léon Blum arrive. Et lui et son gouvernement, bien sûr, ils vont transformer la société française. Et ils vont nous inciter à vivre autrement. Et nous vivons encore, je le dis. Vous savez, par exemple, une chose très précise. Jusqu'à l'arrivée de Léon Blum au pouvoir, les Français considèrent que le pouvoir appartient aux forces de l'argent, que le pouvoir appartient aux puissants. Or, avec l'arrivée de Léon Blum, on va s'apercevoir que l'État peut être un arbitre, peut devenir une personne qui négocie entre les différents partenaires sociaux. C'est-à-dire que les accords de Matignon, par exemple, ce qui est important, c'est Matignon, dans l'expression accord de Matignon, parce que le président du Conseil, Léon Blum, va réunir autour d'une table à Matignon des syndicats patronaux, et on va négocier, on va mettre en place une nouvelle France. Et on s'aperçoit donc, en 1936-37, que l'État peut être protecteur. Il peut être celui qui vous accompagne dans la vie. Ce que tous les Français aspirent encore aujourd'hui, finalement, à avoir un État qui nous protège. Ici, on est sur Radio J, ça vous aura pas échappé. Donc, évidemment, la question qui vient à l'écoute de votre podcast, c'est la nécessité pour vous d'évoquer la judéité de Léon Blum, un héritage, même si il est plutôt laïque. Pourquoi parler avec tant de précision de ce sujet ? Pourquoi est-ce que c'est important chez Blum ? Il y a deux choses importantes. D'abord, il y a son éducation juive, plutôt laïque et religieuse, mais assez laïque malgré tout, mais avec une dimension que vous connaissez bien sur Radio J, c'est la tzedaka. La tzedaka, c'est la notion de justice, une justice immanente, une justice ici et maintenant, pas une justice dans l'au-delà. Pas une justice chrétienne, d'accord ? C'est très important parce que la mère de Léon Blum a beaucoup élevé ses enfants dans cette notion de tzedaka. Et je pense que un des ressorts de la justice sociale chez Léon Blum vient de cette éducation de tzedaka. Et c'est extrêmement important parce que Blum veut la justice sociale ici et maintenant. Donc ça, c'est très important. La seconde chose, et qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que 70 ans après sa mort, il est aussi peu présent dans nos mémoires ? Peut-être qu'il y a un lien avec cette judéité, et il faut la questionner. Pourquoi est-ce que la France a du mal avec cet héritage de Léon Blum, qui effectivement est le premier dirigeant non chrétien à diriger la France ? Vous voyez ? C'est intéressant parce que qu'est-ce que ça pose comme question à la société française aujourd'hui, y compris à la gauche et à la droite ? Pourquoi est-ce que Blum est finalement enseveli sous des contre-mémoires ? Et bon, c'est pour ces deux raisons-là, je pense que c'est important d'entendre qu'il est à la fois français et juif.
Vous précisez aussi que Léon Blum occupe, donc vous venez de le dire, une place modeste dans la mémoire politique française. Et il y a un autre paradoxe chez lui quand on regarde ce qu'il est avec ce qui se passe actuellement, ce qui est véhiculé actuellement. C'est un dandy parisien qui fait peur au patronat et qui est aimé des ouvriers. Comment ça cohabite, ça ? Ça cohabite d'une part grâce à la tzedaka, je pense, puisque Léon Blum a cette notion de justice, c'est-à-dire qu'il est en effet un homme qui aime les belles choses et qui est un homme de l'esthétisme, qui est un homme de la bourgeoisie française, mais qui a conscience que pour que la société aille mieux, il faut rendre meilleur chaque homme. Voilà, par exemple, vous savez, les congés payés. Ce n'est pas que l'hédonisme, ce n'est pas que un travailleur qui ne travaillerait pas. Pour Léon Blum, le congé payé sert à s'améliorer, sert à devenir meilleur. Et chaque homme qui devient meilleur, chaque femme qui devient meilleure, rend la société meilleure. Donc Léon Blum a ce point de vue-là sur l'humanité. Il dit, au fond du temps libre aux gens, ils auront du temps pour se réinventer, pour lire, pour aller voir la mer, pour s'améliorer, pour devenir meilleur en fait. Voilà. Et ben ça, c'est pas si fréquent, voilà. Et ça s'incarne dans Léon Blum. C'est qu'à la fois il y a une grande dimension chez lui bourgeoise dans les valeurs que peut avoir la bourgeoisie, c'est-à-dire l'accomplissement de l'individu, voilà, l'accomplissement de l'individu que Léon Blum veut offrir au plus grand nombre. Voilà comment ça peut cohabiter chez Léon Blum. Alors, Léon Blum, c'est aussi un parcours marqué par l'antisémitisme, notamment le 13 février 1936, avec l'attaque contre lui dans les rues de Paris. Léon Blum, c'est l'homme qui est un peu le bouc émissaire et c'est aussi l'homme par excellence honni de l'extrême droite. Oui, c'est-à-dire que depuis longtemps déjà, dès 1907 par exemple, Léon Blum publie un petit livre extrêmement intéressant qui s'appelle « Du mariage », où Léon Blum donne une solution pour rendre le mariage meilleur, c'est-à-dire qu'il encourage à ce que les femmes aient la même expérience sexuelle que les hommes quand elles arrivent au mariage. Alors à la fois c'est très avant-gardiste, mais vous imaginez pas assez ce que ça provoque chez l'extrême droite dès 1907. On voit là, à l'extrême droite j'entends, dans Léon Blum, le juif qui vient dissoudre la famille chrétienne. Cette famille chrétienne paulinienne qui constitue soi-disant la cellule naturelle de la France éternelle. Eh bien, dès 1907, on dit, voyez-vous, ce Léon Blum, ce Léon juif qui vient dissoudre la famille chrétienne, il est contre la France. Donc dès 1907, il y a ça. Et en effet, durant tout l'entre-deux-guerres, entre les deux guerres mondiales, il va incarner pour l'extrême droite cette espèce d'ennemi de l'intérieur de manière extrêmement excessive jusqu'à risquer sa peau. Vous l'avez rappelé, le 13 février 1936, Léon Blum manque de mourir. Il est lynché boulevard Saint-Germain dans le 6e arrondissement de Paris par les camelots du roi. Ce n'est pas rien, il est à ce moment-là, il manque de mourir. Donc vous voyez, cet antisémitisme-là, il est très profond dans l'extrême droite française, et il n'est d'ailleurs pas qu'à l'extrême droite. Il faut être très lucide. C'est un antisémitisme qui est très partagé, qui est assez banal en vérité. Heureusement, la France n'est pas que antisémite dans les années 30. Philippe Collin, le parcours de Léon Blum, c'est aussi qu'il est un rescapé de la Shoah, et ça c'est vrai que souvent on en entend très peu parler de ça. Alors en effet, il est déporté, transporté à Buchenwald en mars 1943. Alors il n'est pas dans le camp de Buchenwald, il est dans un petit pavillon de chasse qui est entre le camp des SS et le camp des prisonniers. Il est interné avec Georges Mandel et sa troisième épouse, qui le rejoint également à Buchenwald. Et c'est vrai que la mémoire n'a pas retenu que Léon Blum a passé presque 2 ans interné à Buchenwald avec beaucoup d'angoisse. Certains disent oui, mais c'était pas un prisonnier comme les autres. Mettez-vous à sa place. Il est entouré de SS, il est juif, et on va sortir Georges Mandel qu'on va livrer à la milice qui sera exécuté. Si on se met à la place de Léon Blum au quotidien, on se dit que chaque jour est un jour gagné, mais qu'on ne sait pas à quoi ressemblera le lendemain. Donc il va rester presque 2 ans et il va se sortir de là. Il va revenir, il va survivre, il va être ramené en France, évidemment, notamment grâce à sa dernière épouse, évidemment, Reichenbach, qui va en faire un héros qui aura survécu au Troisième Reich. Philippe Collin, toute dernière question. Dans votre dernier podcast, donc il était question de Philippe Pétain. Maintenant, Léon Blum, je crois que le prochain
sera consacré à Jean-Marie Le Pen. Parler de tous ces parcours-là, c'est forcément parler aussi du sort des minorités en France et bien sûr celui des Juifs. On a l'impression que ça vous porte un peu dans ces podcasts. Ça me porte immensément parce que la France, elle est plurielle. La France est une mosaïque de destin, une mosaïque de communautés, depuis très longtemps déjà. Elle n'est pas qu'une. Il n'y a pas un peuple français qui serait homogène. Un peuple, il est hétérogène, il est fait de minorités. Et je pense que c'est important de le rappeler en 2023, que la France est riche de ça, que la France a à s'honorer de ça. Et je suis, moi, catholique de culture, mais je suis français avant tout. Et dans mon entourage, il y a beaucoup de minorités et je pense que nous formons un peuple pluriel. Voilà. Merci beaucoup Philippe Collin. Vous parlez en tout cas avec passion de Léon Blum. Ça donne envie d'écouter vos podcasts pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. C'est donc toute une série de podcasts consacrés à Léon Blum. C'est à retrouver sur le site de France Inter, aussi sur plusieurs plateformes. Léon Blum, une vie héroïque. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée, merci, au revoir.